les animaux des personnes? Nos 4 entretiens précédents devraient vous en avoir persuadé. Les animaux, oui, sont des personnes, c'est-à-dire des individualités avec 2 grandes caractéristiques. D'abord, ils ont une conscience et ensuite, ils sont capables de choix. L'animal robot qu'imaginait certains comportementalistes, notamment les behavioristes, était peut-être doué d'une conscience, encore ce n'est même pas sûr, puisque beaucoup de gens pensaient qu'il était plus ou moins des robots, mais surtout, ils pensaient que l'animal n'était pas capable de choix. Il était complètement déterminé par son éthologie, son comportement ne dépendait que de son hérédité en quelque sorte. Eh bien, nous voyons que ce n'est pas vrai. Les animaux sont doués d'une conscience et ils sont capables de choix. Et le niveau de conscience n'est pas lié à la taille du cerveau, puisque même des organismes pourvus de très petits cerveaux sont capables d'attitudes individuelles et personnalisées. Ce constat n'est pas le produit d'une imagination débridée, mais celui qui est dicté par l'observation scientifique et rigoureuse de faits objectifs, comme notamment l'existence des neurones miroirs. Au contraire, le concept de l'animal robot relève lui de la croyance finalement, de l'idéologie, une idéologie puissante au point de tenir pour rien les observations matérielles. Enfin, retenons qu'il est possible qu'un cerveau plus développé ne donne pas accès à plus ou moins de conscience. Les capacités plus grandes de ce cerveau lui permettant sans doute de compenser au moins en partie les inconvénients d'une conscience moindre. En fait, l'animal est une personne comme les autres. Si les animaux sont des personnes, ce que je pense vous avoir démontré, ils ont une personnalité qui les différencie et les identifie. Par exemple, ce propos, pour expliquer ce propos, je ne vois pas mieux que citer, là encore, Marc Bekoff. Marc Bekoff nous dit « Les animaux peuvent être courageux, timides, joueurs, agressifs, sociables, curieux, équilibrés ou sympathiques. Ils peuvent être extravertis, introvertis, dominants ou soumis. Les différences d'un individu à l'autre rendent l'étude des émotions animales plus ardue, plus ambitieuse, mais aussi plus passionnante. Comme le dit le proverbe, il faut tout pour faire un monde. Et c'est aussi vrai des différentes personnalités que l'on rencontre dans le monde animal. Le même auteur note ensuite qu'il existe sans doute ce qu'il appelle des coyotes autistes ou des loups bipolaires, c'est-à-dire des animaux qui auraient des problèmes psychologiques. Qu'ajouter à cela ? Eh bien, les personnes qui prétendent aimer et connaître les animaux défendent souvent que la méchanceté ou tout autre comportement négatif ne peut être le fait que de la seule espèce humaine à l'exclusion de toutes les autres. Par exemple, c'est ce que vous diront des gens, il n'existe pas de mauvais chiens, mais seulement de mauvais maîtres. En réalité, un tel angélisme respecte beaucoup moins qu'il n'y paraît la réalité animale. On prétend amputer l'animal d'une partie de son potentiel. Reconnaître à l'animal une personnalité propre, c'est-à-dire la capacité aussi d'être méchant, d'être tricheur, d'être malhonnête, d'être violent, lui reconnaître une personnalité, c'est lui reconnaître qu'il a la capacité de ce genre de comportement, c'est lui reconnaître la possibilité d'une personnalité déplaisante, c'est donc admettre que tous les animaux ne sont pas nécessairement bien intentionnés et que certains d'entre eux peuvent se révéler pervers, menteurs, égoïstes, que sais-je encore. Croire autre chose, c'est croire à des animaux robots, ce n'est pas respecter l'animal. Dire que les animaux ont une personnalité ne résout pas tous les problèmes. Cette affirmation pose peut-être plus de questions qu'elle n'en résout, à commencer par celle-ci, mais qu'est-ce que de personnalité ? Évitons pour l'instant le débat philosophique, qui n'est pas ici notre propos, recherchons plutôt les éléments objectifs en mesure d'influencer au moins en partie l'expression d'une personnalité. L'héritage génétique est-il l'un de ces éléments ?
En fait, il n'y a aucune raison pour qu'il n'en soit pas ainsi. Il va de soi que la sélection naturelle a favorisé les qualités mentales permettant aux personnalités de s'adapter de la manière la plus efficace à leur environnement. C'est sûr que lorsqu'un individu a une structure mentale lui permettant de s'adapter mieux à un environnement, il a un avantage et c'est donc cet individu qui devrait avoir le plus fort potentiel de reproduction. Cependant, nous savons aussi que les mêmes patrimoines génétiques peuvent produire des personnalités bien différentes. Vous savez très bien que des frères et sœurs ou des gens de la même famille peuvent avoir eu la même éducation et les mêmes parents et révéler des personnalités fondamentalement différentes. Et bien ceci est vrai aussi chez les animaux. Par exemple, dans une portée de chiens, vous aurez certains sujets qui auront tel caractère et d'autres qui auront un caractère radicalement différent. Avec quelque part une autre question, c'est la place de l'apprentissage. Les apprentissages sont-ils en mesure de modifier les personnalités ou en réalité ne font-ils que modifier l'expression de ces personnalités? Dans une certaine mesure, c'est difficile de répondre. Mais un phénomène peut nous faire réfléchir, c'est celui qu'il en est parfois ainsi. Prenons par exemple l'empreinte, le phénomène de l'empreinte. Vous savez que l'empreinte, c'est l'expérience précoce de certains animaux et qui entraîne des comportements qui ne changeront plus jamais. Je vous rappelle que l'empreinte, c'est chez beaucoup d'oiseaux. L'oiseau estime qu'il fait partie de l'espèce qu'il voit en premier après sa naissance, enfin après être sorti de son œuf. Or, on sait que dans certains cas, l'empreinte est irréversible. Alors, on objectera que l'empreinte a un effet sur le comportement, ça c'est sûr, mais pas nécessairement sur la personnalité d'un individu, ce qui est vrai. Mais volontairement, nous voulons maintenir notre approche à un niveau beaucoup plus pragmatique, considérant que des habitudes de comportement sont des éléments objectifs de l'expression d'une personnalité. Je vous propose donc d'admettre avec moi, pour cette réflexion précise, que le fait par exemple pour un oiseau emprunt à l'espèce humaine de ne plus pouvoir s'accoupler avec des animaux de son espèce est devenu un élément de la personnalité de cet oiseau. Ce qui vaut pour l'empreinte vaut pour les apprentissages secondaires. On sait que si certains apprentissages ne sont pas produits à certaines périodes critiques de la vie d'un individu, il deviendra ensuite impossible de les mettre en œuvre plus tard. Je donne toujours cet exemple du nourrisson. S'il n'a pas vu la lumière du jour au cours des 8 premières journées de son existence, il ne sera plus jamais capable de déchiffrer les signaux lumineux et il restera donc aveugle avec pourtant un œil parfaitement normal. Un enfant auquel on n'a jamais donné l'occasion de compter avant qu'il n'ait atteint l'âge de 5 ans ne sera jamais capable de le faire et n'aura pas le sens des quantités. Dans plusieurs endroits du monde, des peuplades primitives isolées n'avaient pas de mots pour compter au-delà de 3. Il n'a jamais été possible d'apprendre aux individus adultes de ces peuplades à compter jusqu'à 3, ni même avoir quelque notion de nombre que ce soit. Les espèces que le chien aura rencontrées au cours de ses premières semaines, pendant cette fameuse période de socialisation, resteront pour lui familières pour le reste de sa vie, alors qu'il continuera d'éprouver un fort sentiment de défiance envers les espèces qu'il n'aura pas rencontrées au cours de cette même période cruciale, et cette généralité vaut pour les humains. C'est un chiot qui n'a jamais rencontré d'humain avant une certaine période, après ne s'adaptera jamais bien à l'espèce humaine. De même que les chiots qui sont élevés de manière trop isolée et sans occasion d'expérience précoce ne se développent jamais normalement, ils restent peureux, anxieux, incapables de comportements normaux. On voit cela quelquefois dans des élevages où les chiots sont laissés enfermés avec leur mère mais n'ont pas d'interaction avec les soigneurs. Eh bien, ces chiots ne sont pas capables de s'adapter plus tard à l'espèce humaine. Et sont même incapables de s'adapter à un environnement. Par exemple, il y a des chiens qui se révèlent incapables toute leur vie de descendre un escalier ou même un simple trottoir.
De tels animaux paraissent abrutis à la limite de la stupidité. On appelle ce phénomène bien connu, vous le savez, le syndrome de privation sensorielle. Syndrome de privation sensorielle. Les progrès que l'on peut espérer obtenir d'animaux atteints d'un tel syndrome demandent beaucoup d'efforts, beaucoup de patience et sont le plus souvent extrêmement décevants. Chez le chien, un apprentissage essentiel pour le chien domestique est celui de l'inhibition à la morsure. Il faut que le chien n'ait pas tendance à mordre. Cette inhibition se produit chez la plupart des carnivores dès l'apparition des landes de lait. Et l'apprentissage est normalement le produit des réactions de la mère de la fratrie. Et de la fratrie. Si un chiot mord les mamelles de sa mère va le repousser et elle ne va pas se laisser téter. Donc le chiot apprend très vite à ne pas mettre les dents quand il veut profiter du lait de sa mère et il est inhibé à la morsure. De même, les chiots dans une famille, ils vont jouer à se mordiller, mais ils ne vont pas se mordre pour de bon, parce que si un chiot mord les autres pour de bon, les autres ne voudront plus jouer avec lui, le mettront à l'écart, et il y a inhibition à la morsure, ne serait-ce que par le...